Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition du 20h. 6 mois de prison ferme pour avoir transmis volontairement le virus du sida à sa compagne. Un homme de 32 ans a été condamné par la Cour d'appel de Rennes. Nous avons recueilli le témoignage de la victime, soulagée par cette décision de la justice. Le Parti socialiste réuni à La Rochelle ce week-end pour la traditionnelle université d'été. La perspective de la présidentielle commence à occuper tous les esprits. Nous verrons quelle est l'ambiance sur place avec notre envoyé spécial. Les parents d'étudiants pourront continuer à cumuler l'aide personnalisée au logement et la demi-part fiscale. Un soulagement, mais aussi une nécessité pour beaucoup. Le dossier de ce journal sera consacré à ces étudiants qui ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois. Nous ferons le point ensuite sur la situation au Pakistan. Des villes entières ont dû être évacuées en raison de nouvelles crues. 400 000 personnes sont concernées. Il y a tout juste 40 ans, elles descendaient dans la rue pour défendre leur cause. Le mouvement de libération des femmes était lancé. Un combat qui a porté ses fruits dans de nombreux domaines. Et un vêtement symbolise cette émancipation. Il s'agit bien sûr du pantalon. Mais d'abord, nos champions de Budapest ont reçu un accueil chaleureux aujourd'hui sur les Champs-Élysées à Paris. Une journée chargée pour les nageurs de l'équipe de France qui ont déjeuné avec Nicolas Sarkozy. La bande de Camille Lacour savoure son heure de gloire. Christophe Duchiron et Mathieu Nivongowski. En ce jour de grisaille, les nageurs médaillés de Budapest ont eu l'arc de triomphe modeste. Du haut de l'autobus, descendant les Champs-Élysées, ils saluaient à tour de bras la foule invisible. C'est que le pavé parisien s'allait changer d'univers et des petits carreaux de la piscine. Sur le coup de midi, quelques touristes détournaient la tête des vitrines et regardaient passer Camille Lacour, Alain Bernard et le reste de la troupe. Le joli petit monde de la natation tricolore était invité à déjeuner. C'est la reconnaissance du président et de notre République, donc voilà. On est toujours fiers de défendre nos couleurs et d'être reconnus, quoi. En survêtement de compétition avec une pièce d'identité dans la poche droite et les médailles dans la poche gauche, les Bleus faisaient leur entrée au palais de l'Élysée sous le regard des badauds et l'œil des femmes photographes. Ah, ils sont beaux, ils sont forts. Après un repas confidentiel mais paraît-il convivial, les nageurs étaient à leur aise sur les marches de l'Élysée comme sur les marches des podiums, en compagnie du président de la République. Oui, il était décontracté, on a parlé du PSG, donc évidemment c'est facile de faire des blagues. Un nageur qui prend un bain de foule est comme qui dirait dans le plein exercice de son activité. Après la déconfiture sud-africaine des Bleus footballeurs, l'époque est aux valeurs. C'est l'été des mèches blondes, des grands sourires et des questions indiscrètes. Et Carla. Ah, une déception. Les Bleus ont terminé leur impériale visite touristique en remontant l'avenue des Champs-Élysées, en distribuant des couvre-chefs que les passants acceptaient avec joie, une manière d'hommage, une façon sans doute de dire chapeau. Le gouvernement poursuit les expulsions de Roms vers leur pays d'origine. Près de 300 personnes ont été reconduites aujourd'hui en Roumanie. Des expulsions qui interviennent en pleine visite de 2 ministres roumains en France. Les 2 pays souhaitent développer leur coopération pour la réinsertion des Roms. Arnaud Comte et Bruno Giraudon avec notre bureau à Lyon. C'est le 28e avion spécialement affrété par la France depuis le début de l'année. À Lyon ce matin, ils sont une centaine de Roms à ainsi quitter le territoire avec les 300 € en poche de l'aide au retour volontaire. À la même heure, à l'aéroport de Roissy, un 2e avion avec 150 personnes à son bord s'envole. Et avant de partir, beaucoup promettaient déjà de revenir. Je reviendrai de toute façon en France car je suis européen et que j'en ai le droit. Qu'est-ce que vous allez faire en Roumanie? Je vais fouiller les poubelles car là-bas il n'y a rien d'autre à faire. Au total, selon le ministère de l'Immigration, cela porte à 8313 le nombre de ressortissants roumains et bulgares reconduits à la frontière depuis le 1er janvier. Cet après-midi, lors d'une réunion au ministère des Affaires étrangères, la France et la Roumanie ont affirmé vouloir renforcer leur coopération, notamment pour favoriser l'intégration des Roms dans leur pays. Personne ne nous empêchera de revenir. Nous sommes dans un état de droit et la liberté de circuler demeure la liberté de circuler. En revanche, il appartient, il me semble, et là-dessus nous en sommes d'accord avec mon collègue roumain, au gouvernement roumain de les prendre en charge. C'est-à-dire d'aller à la domicile de chacun et de vérifier s'il est retourné et s'il retournait à la domicile, de lui demander quels sont ses besoins et d'offrir l'assistance institutionnalisée. Les 2 hommes se retrouveront la semaine prochaine à Bruxelles, où ils seront reçus par la commissaire européenne, Viviane Reding. Et en direct de Bruxelles, justement, on retrouve tout de suite François Baudonnet. Bonsoir François, on l'a vu, le sujet suscite toujours la polémique et ce dossier empoisonne même les relations entre la France et l'Union européenne.
Oui, vous savez que la Commission européenne utilise toujours des termes très diplomatiques, à tel point que ses déclarations sont souvent creuses. Et bien là, au contraire, Viviane Reding ne mâche pas ses mots. La commissaire européenne se dit même inquiète de la politique d'expulsion des Roms menée par la France. Et en coulisses, cette fois, ici, les responsables européens sont carrément agacés par l'attitude française. Pourquoi? Parce que le gouvernement rejette sur l'Europe la responsabilité de la situation catastrophique des Roms, alors que nous sommes loin d'être exemplaires. Par exemple, Paris ne sollicite même pas les fonds européens, 17 milliards d'euros tout de même, qui pourraient servir à aider les Roms dans l'Hexagone. Bref, ces derniers jours à Bruxelles, la France, taxée d'hypocrisie, n'avait pas très bonne presse, jusqu'à ce que tout à l'heure François Fillon appelle le président de la Commission, José Manuel Barroso, ce qui, paraît-il, a commencé à calmer le jeu. Merci François Baudenet en direct de Bruxelles. Et le Premier ministre est revenu sur les propos de Dominique de Villepin qui s'était exprimé sur la politique sécuritaire du gouvernement, parlant de taches de honte sur notre drapeau. Je vous propose d'écouter François Fillon qui s'est adressé à des diplomates français réunis à Matignon. Gardons-nous aussi des grandiloquences hors de propos de ceux qui, aveuglés par leur querelle personnelle, en arrivent à dénigrer la France. Le drapeau de la France, ça n'est pas une banderole sur laquelle on écrit un slogan. Et respecter la France, c'est aussi respecter le président de la République élu par les Français. Rendez-vous traditionnel pour les socialistes réunis ce week-end à La Rochelle. Martine Aubry est arrivée sur place. La première secrétaire du parti est très attendue par les militants. On retrouve tout de suite en direct de La Rochelle Jeff Wittenberg. Bonsoir Jeff. Martine Aubry a été quasiment absente de la scène politique cet été. Mais la maire de Lille s'est rattrapée tout à l'heure en s'exprimant sur la politique sécuritaire du gouvernement. Oui, c'est vrai, Sophie. Après des semaines effectivement de silence médiatique imposé par les vacances, eh bien, Martine Aubry est revenue, je dirais, sur un mode tambour battant, un petit peu en levée de rideau de cette université d'été de La Rochelle, et elle a choisi encore une fois le thème de la sécurité et de la nouvelle politique française à l'égard des Roms, les démantèlements de camps, les expulsions. Vous allez entendre le commentaire que cela a inspiré à Madame Aubry. C'était il y a quelques minutes ici même. Je vous propose de l'écouter. Je dois dire que pour moi ça a été un été de honte, vraiment un été de honte. Je trouve que la France a été abîmée, qu'elle a été salie. Je crois que c'est indigne. C'est indigne. Quand on a un échec pareil sur la sécurité, on le combat. On ne l'utilise pas. On n'en profite pas pour essayer de trouver des boucs émissaires. La France, c'est tout autre chose que ça. La France, c'est sa diversité. C'est ce qui fait sa force. Et d'ailleurs, les Français s'aiment tels que nous sommes, et aussi comme terre d'accueil. Alors il y a les attaques contre le gouvernement, mais aussi la perspective des primaires au sein du PS. Le grand absent, en tout cas, de ce rendez-vous socialiste est Dominique Strauss-Kahn. On ne parle pourtant que de lui. C'est vrai, les Français, les socialistes, les militants et les dirigeants sont comme tout le monde. Finalement, ils regardent les sondages et ils voient qu'actuellement, ils sont excellents pour le directeur du Fonds monétaire international. Une récente étude le plaçait largement en tête d'une présidentielle dans un deuxième tour s'il était opposé en duel à Nicolas Sarkozy. Donc il y a, si vous voulez, une effervescence autour d'un absent, car effectivement, Dominique Strauss-Kahn manquera l'université de La Rochelle pour la 4e année consécutive, mais ses amis sont là, s'organisent. Un club DSK est en train de se monter. Donc, si vous voulez, les primaires seront dans les esprits. Mais officiellement, on n'en parle pas. Cela agace même Martine Aubry lorsqu'on évoque cette perspective. Elle a eu un mot tout à l'heure face aux journalistes lorsqu'on lui a demandé si elle-même annoncerait une éventuelle candidature dans les prochains mois. Elle a dit, je vous la cite, les Français s'en foutent. C'est pas si sûr. Merci Jeff Wittenberg en direct de La Rochelle. Il se savait séropositif, pourtant il a volontairement transmis à sa compagne le virus du sida. La Cour d'appel de Rennes a condamné un ancien footballeur de 32 ans à 6 mois de prison ferme. Ce soir, la victime nous livre son témoignage d'une vie brisée. Stéphanie Pérez, Sarah Bernuchon et Gabriel Camilla. Il se savait séropositif, mais il ne l'a pas dit à ses petites amies. Un silence coupable selon la justice qui vient de condamner à 6 mois de prison ferme cet ancien footballeur. Il y a 8 ans, il a contaminé sa compagne. Il était son premier amour. Pour moi, c'était l'homme de ma vie. Il a dit, voilà, on a confiance, et hop, on arrête les préservatifs. Et jamais il m'a dit qu'il était malade. Jamais. Pour moi, c'est un meurtrier. Et je veux vraiment qu'il paye pour ce qu'il a fait. Elle a vécu quelque part l'enfer depuis qu'elle a été contaminée. Elle a subi 9 traitements. Elle a perdu son emploi parce qu'effectivement son état de santé ne lui permettait pas de continuer à travailler dans les conditions dans lesquelles elle travaillait. Donc c'est effectivement un aboutissement et puis vraiment une reconnaissance de son statut de victime.
Les avocats du jeune homme contestent cette condamnation. Selon eux, leurs clients n'étaient pas informés des modes de transmission du virus. Pour certaines relations, en l'occurrence des fellations, il a toujours indiqué qu'il n'était pas informé que de tels rapports sexuels, de telles pratiques sexuelles étaient contaminantes. La cour d'appel de Rennes a jugé le jeune homme coupable d'avoir volontairement administré à sa compagne des substances nuisibles ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. La justice reconnaît la contamination volontaire comme un délit. Cela a déjà été le cas à Colmar en 2005 ou à Orléans en 2008. Des décisions qui inquiètent les spécialistes de la lutte contre le sida parce qu'elles désignent des malades comme des coupables. Le risque est de renforcer la stigmatisation des personnes séropositives et que la personne qui aujourd'hui est accusée, c'est d'abord les personnes séropositives. Donc c'est aujourd'hui une double peine, mais le premier coupable aujourd'hui, c'est le virus. Et il faut vraiment pas se tromper d'ennemi. Ce type de jugement reste rare en France. Une quinzaine de personnes ont été condamnées pour avoir transmis le virus du sida. Soulagement pour les parents d'étudiants. Ils pourront continuer à cumuler l'aide personnalisée au logement et la demi-part fiscale. Les syndicats se félicitent que le gouvernement fasse machine arrière sur ce dossier. Mallory Aounou et Marie Cros. Oui, nous assumons. L'annonce avait provoqué un tollé. Le 6 juillet dernier, François Baroin, ministre du Budget, prévenait les étudiants et leurs familles. Économie oblige, il allait falloir choisir. Soit l'APL pour les étudiants, soit l'avantage fiscal de la demi-part pour les parents. Aide au logement ou demi-part fiscale. Environ 550 000 étudiants devaient perdre l'une ou l'autre dès 2011, soit entre 40 et 180 € chaque mois. Le président de la République fait finalement aujourd'hui machine arrière au soulagement des principaux concernés. C'était une décision particulièrement injuste qui faisait des étudiants la cible prioritaire de la politique de rigueur. En reculant sur ce dossier, l'État s'épargne un sujet susceptible d'embraser la rentrée. Et puis sachez que les étudiants boursiers percevront 9 mois et demi d'aide cette année et 10 mois en 2011. Jusqu'à maintenant, ces bourses n'étaient versées que durant 9 mois. Des aides qui sont vraiment indispensables pour de nombreux étudiants. Beaucoup ont du mal à joindre les deux bouts. Le logement reste le premier poste de dépense. Pour s'en sortir, certains doivent contracter des prêts importants. D'autres sont obligés de cumuler les petits boulots. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Antoine Gaveau et David Dameda. 8 heures passées au boulot et pas vraiment le temps de se reposer. Anissa Bentaoun est étudiante en 2e année de droit. Elle a aussi et en plus 2 métiers. Hôtesse d'accueil le matin, babysitter le soir. Comme je suis boursière et que j'ai pas la bourse ni au mois de juillet, ni au mois d'août, ni au mois de septembre, malheureusement j'ai fait le choix de ne pas partir en vacances pour pouvoir payer mon loyer et ensuite pouvoir acheter mes bouquins. Sa bourse, c'est 450 € par mois pendant 9 mois. À Nanterre où elle étudie, plus de place en CTU, alors son plus gros problème c'est son loyer. Un studio de 30 mètres carrés à côté de la fac. Malheureusement c'est un loyer plutôt très élevé puisque c'est 547 € que je dois payer tous les mois. Ça veut dire gros budget, 547 € C'est environ entre 50 et 60% de mon budget moyen par mois. Pour le reste, il faut tout compter. Avec ses 2 jobs et la bourse, elle a en tout 900 € pour vivre. Les petits plaisirs sont rares. Ma folie, ça a été de m'acheter un jean et un pull pour pouvoir aussi bien démarrer l'année. Moi, j'en ai marre tout simplement de devoir choisir entre est-ce que je pars en vacances, est-ce que je vais acheter les fringues que je veux, est-ce que je vais payer mon loyer tout simplement. Difficile dans ces conditions d'étudier sereinement. L'année dernière, Anissa a redoublé. Elle passait trop de temps à gagner sa vie. Du coup, j'ai fait le choix de bosser moins. J'ai moins d'argent, mais en échange, je peux un petit peu plus bosser mes cours et être moins crevée en fin de semaine pour bosser mes cours. Comme Anissa, de plus en plus d'étudiants sont en grande précarité financière, car étudier, c'est de plus en plus cher. Cette année, par exemple, les loyers ont augmenté de 7%, les frais d'inscription de 2%, le resto U de 3,5% et la sécurité sociale d'1%. Conséquence et nouveauté, le coût de la vie étudiante touche aussi les classes moyennes. Les classes moyennes aujourd'hui, c'est des gens qui sont trop riches pour être aidés et trop pauvres pour bien vivre. Et c'est eux qui, premièrement, sont en première ligne de ces augmentations et vivent mal aujourd'hui le coût de la vie étudiante. C'est le cas d'Alexis Roy, étudiant en école de kiné. Son école est à Paris. Pour ne pas payer un loyer trop cher, il habite en grande banlieue. Il reprend les cours la semaine prochaine et craint déjà les dépenses de rentrée. En première année de kiné, il fallait acheter absolument au moins des livres d'anatomie et c'est un coût de 100 €. Issu de la classe moyenne, il n'est pas boursier. Ses parents lui donnent 400 € par mois. Pas assez. Il a donc emprunté à la banque. 38 000 € pour démarrer mes études et pour vivre.
Il remboursera son prêt à la fin de ses études et pendant 7 ans. Alors il n'a pas le droit à l'erreur. Je sais que si je redouble, c'est fini. Je ne peux pas me permettre de redoubler parce que il faut bien comprendre qu'il y a deux choses. D'une, c'est 8 000 € supplémentaires à l'école. Deux, il faut que je paye ma vie 1 an de plus. Et en plus, mon prêt est censé commencer, je suis censé le commencer à le rembourser en septembre 2012. Septembre 2012, si tout va bien, Alexis commencera alors sa vie professionnelle, avec déjà des dettes à rembourser. Ils sont encore sous le choc. Des adolescents à bord d'un minibus ont été la cible de tirs sur une route de Seine-et-Marne. Un simple coup de klaxon aurait provoqué la colère des agresseurs. Heureusement, personne n'a été blessé. Nicolas Bertrand et Pascal Caron. La vitre arrière droite a volé en éclats. Atteinte par une balle de pistolet automatique, elle est aujourd'hui recouverte par du plastique. Dans ce minibus se trouvaient 9 personnes, le chauffeur, 2 accompagnateurs et 6 jeunes adolescents. Sarah était l'une d'entre eux. Il y a un grand bruit, après on a entendu la fenêtre qui s'est cassée, elle est tombée dans le coffre. Et après on a reçu des bouts de verre et après on n'a rien vu d'autre parce qu'après on s'est caché parce qu'on a eu trop peur. Ils ont entre 12 et 13 ans, donc on se dit que quand ils vont grandir, si le monde évolue comme ça devient vraiment dangereux et qu'on va avoir du mal à laisser sortir. Comme Sarah, les autres adolescents sont indemnes, mais choqués. Aujourd'hui, ils n'ont pas repris les activités dans ce centre de loisirs. Tout s'est passé à ce carrefour en plein après-midi. Une Peugeot 308 fait une queue de poisson au minibus. Surpris, le chauffeur klaxonne. La voiture fait alors marche arrière et son passager ouvre le feu en direction du minibus. La catastrophe est évitée de justesse. C'est inacceptable, invraisemblable. Voilà, moi, la chance qu'on a, c'est qu'il n'y a aucun blessé et que les enfants qu'on a pris en charge immédiatement et tout de suite, bon, pour l'instant tout va bien et il n'y a pas de problème. Une enquête est en cours. L'immatriculation de la Peugeot a pu être relevée. Les adolescents ont aussi reconnu un des auteurs à partir de portraits robots. Toute une famille prise en otage par un commando en Corse. Plusieurs hommes ont ligoté Jean-Bernard Lafonta, ancien PDG du groupe Wendel, ainsi que sa femme et leurs enfants. Les assaillants les ont ensuite mis à l'écart de leur villa avant de la faire exploser. Le préfet parle d'une dérive préoccupante sur l'île. Aux États-Unis, une employée d'un parc d'attractions a décidé de porter plainte contre son employeur. Elle l'accuse de l'empêcher de mettre son voile sur son lieu de travail et invoque le premier amendement de la Constitution américaine, la liberté religieuse. Un conflit qui intervient sur fond de multiplication d'incidents envers la communauté musulmane américaine. Bernard Lebrun. Pas de place à la discrimination. L'unique slogan de cette mini-manifestation de soutien à une employée musulmane du monde merveilleux de Walt Disney. Un monde où le costume est de rigueur et l'uniforme obligatoire pour le personnel. Dans l'un des grands hôtels du parc californien travaille depuis 2 ans cette jeune fille née à Casablanca et citoyenne américaine depuis 2 mois. Soudainement, le 11 août dernier, elle est venue travailler dans cette tenue. J'ai décidé de porter le foulard parce que c'était le ramadan. J'ai dit, vous savez quoi, je veux seulement porter mon foulard pendant le premier jour. C'était le 11 août. L'employée qui est serveuse et au contact du public a été immédiatement sommée d'enlever son voile. Elle a refusé, elle est rentrée chez elle. Elle n'avait jamais porté de voile avant. C'est une demande aussi soudaine que nouvelle. Embarrassée et piégée par la médiatisation, Disney cherche une solution. Car l'affaire se déroule dans un contexte peu favorable aux musulmans américains. Les manifestations contre le projet d'une mosquée à New York, près de l'ancien World Trade Center, s'intensifient. À tel point que Time Magazine de cette semaine se demande si les Américains sont devenus islamophobes 9 ans après les attentats du 11 septembre. Récemment à New York, un chauffeur de taxi s'est fait taillader de coups de couteau, le voici photographié après l'agression, puis rétabli chez lui. Tout cela, explique-t-il, parce qu'il a simplement dit être musulman. Paradoxe de cette Amérique multiethnique qui se divise avec sa minorité musulmane, les pétrodollars du monde arabe coulent à flot dans les veines de l'économie américaine. Ce que sait parfaitement tout président des États-Unis en voyage en Arabie Saoudite. Au passage, c'est le prince Walid, un Saoudien, qui est l'actionnaire principal du groupe Disney. On fait le point à présent sur la situation au Pakistan. Des villes entières ont dû être évacuées en raison de nouvelles crues. 400 000 personnes sont concernées. Un exode impressionnant qui pousse l'ONU à lancer de nouveau un appel d'urgence. Richard Binet. Et tout cela parce qu'ils ont le ventre vide.
Dans ce camp installé par les Nations Unies, l'aide alimentaire peine à arriver. Une galette et une assiette de fèves, c'est la ration quotidienne. Au dispensaire du camp, beaucoup de femmes. Elles sont enceintes et souffrent de malnutrition. Par désespoir, certaines décident de mettre un terme à leur grossesse. Chaque jour, nous recevons 60 à 80 jeunes femmes. La plupart viennent pour se faire avorter. Et le cauchemar est loin d'être terminé. 400 000 habitants, l'équivalent d'une ville comme Toulouse, sont aujourd'hui menacés par la montée des eaux du fleuve Indus qui risque de sortir de son lit. Ils sont évacués vers Karachi, la capitale économique du pays, qui n'a que ses trottoirs à leur offrir. Selon l'ONU, au moins 800 000 Pakistanais vivent dans des régions encore inaccessibles et sont en danger de mort. Lorsqu'une embarcation parvient jusqu'à eux, c'est la ruée. L'armée pakistanaise multiplie les évacuations, mais manque d'hélicoptères. L'ONU a lancé un appel pour obtenir 40 gros porteurs pour assurer les missions d'urgence. Un massacre certainement dû à un cartel de la drogue. Les corps de 72 personnes ont été découverts par l'armée mexicaine au nord-est du pays. Il s'agirait de migrants clandestins venus d'Amérique centrale et du Sud. Les victimes auraient refusé de travailler pour les trafiquants. Comme chaque jour, une pensée particulière pour nos confrères de France 3. Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier sont retenus en otage en Afghanistan avec leurs 3 accompagnateurs depuis 240 jours maintenant. Je vous rappelle qu'ils réalisaient un reportage dans le pays pour le magazine Pièces à conviction. Il y a tout juste 40 ans, des femmes descendaient dans la rue pour défendre leur cause. C'était le début du MLF, le mouvement de libération des femmes. Aujourd'hui à Paris, une centaine de militantes ont célébré cet anniversaire sur le parvis des droits de l'homme, place du Trocadéro, un endroit qu'elles souhaitent rebaptiser place des droits de l'homme et de la femme. Le MLF marquera le début d'une aventure collective, un combat et des victoires comme le droit à la contraception et à l'avortement. Une conquête démocratique qui passe également par la liberté de porter le pantalon. Un geste culotté il y a encore 40 ans. Retour sur l'histoire d'un vêtement qui a marqué l'émancipation féminine avec Perrine Bonnet, Hélène Vergne, Lorraine Christophe-Lourd et David Press. Interdit, madame. Hors la loi. Ça, c'est permis. Est-ce que vous savez que vous êtes hors la loi? Pourquoi? Vous êtes en pantalon? Oui, il paraît que cette loi n'a toujours pas été abrogée depuis des années. Bah, c'est pas grave, on fait avec. Certaines l'ignorent peut-être encore, mais depuis 1800, un texte impose aux Parisiennes d'obtenir une permission de travestissement pour porter le pantalon. Et personne ne l'a jamais supprimé. Colette Avran, elle, ne demande plus l'autorisation depuis longtemps. Aujourd'hui, elle ne porte que des pantalons. Parce que jusqu'à ses 20 ans, on lui a imposé la jupe. Comme ce jour où il faisait si froid, les jambes à l'air, à l'hiver 67. Elle tente alors d'arriver en blue jean. Et la surveillante générale m'a agrippée en bas de l'escalier en me disant « Mademoiselle, vous rentrez chez vous, vous habillez correctement ». Et elle m'a renvoyée chez moi. Et le pantalon, c'était perçu comment? C'était une transgression. Je ne suivais pas les impératifs d'un lycée de jeunes filles bien, qui était Jules Ferry, place Clichy. 68, tout change. Sylvie Vartan le chante, Jackie Kennedy le porte, alors forcément c'est plus que permis, c'est chic, c'est la mode d'Yves Saint-Laurent. Je n'aime pas le pantalon lorsqu'il est porté d'une façon revendicatrice, c'est-à-dire je suis l'égal de l'homme, de côté George Sand, suffragette, enfin, je n'aime pas ça du tout. Je pense qu'au contraire, en portant un pantalon, une femme peut développer son maximum de féminité. Le pantalon inspire les créateurs. Pour Sonia Riquel, c'est même le plus beau cadeau fait aux femmes. Pour moi, la plus grande force du pantalon, c'est l'égalité, non pas avec les hommes, mais avec celles qui ont de jolies jambes. Et pourtant, sur d'autres podiums, le combat des jambes à l'air se poursuit. Les hôtesses Air France devront attendre 2005 avant d'avoir le droit de porter le pantalon. En 1995, lorsque le Premier ministre Alain Juppé pose, c'est avec des jupettes. Et quand pour la première fois une femme devient la patronne des patrons en 2005, la réaction du concurrent malheureux vise ses vêtements. Vous avez remarqué que Laurence était en pantalon, donc elle a pris le pantalon du président, c'est parfait. Le pantalon, c'est donc bien pour cette spécialiste l'histoire d'une lutte féministe.
Les dictons le disent, hein, qui porte la culotte dans le ménage, la culotte c'est le pouvoir. Et il y a toujours eu cette peur que les femmes prennent le pouvoir. Hein, finalement, cherchent leur revanche et prennent aux hommes non seulement le pouvoir mais aussi leurs vêtements. À arpenter les rues, on voit bien que le combat est gagné. Et paradoxalement aujourd'hui, c'est peut-être la jupe qu'il va falloir de nouveau défendre. Et Agnès Molinier nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Agnès. Bonsoir Sophie. Vous vous êtes penchée sur les grandes dates qui ont marqué la libération des femmes. Ce n'est qu'une liste non exhaustive et on commence bien sûr avec le droit de vote. Absolument. 1944, le droit de vote. Vous allez voir ici les femmes voter pour la première fois. C'était pour les élections municipales de l'année d'après en 1945. Autre date symbole. 1975, le droit à l'avortement obtenu grâce à Simone Veil, on la voit ici devant l'Assemblée nationale. Et puis peut-être quelque chose de plus anodin, savez-vous Sophie, quand les femmes ont pu signer un chèque pour la première fois? 1965, non? Bravo, et on n'a pas répété seulement 1965. Grâce à une réforme du régime matrimonial, les femmes mariées ont pu avoir le droit d'ouvrir un compte bancaire. Mais vous allez le voir, à l'époque, les mentalités n'étaient pas encore tout à fait prêtes. Je vous propose d'écouter les gens de la rue. J'estime que l'homme doit être supérieur à la femme, à tout point de vue, d'ailleurs pour le ménage, pour les décisions, pour beaucoup de choses. Est-ce qu'il vous paraît souhaitable qu'une femme ait plus de liberté vis-à-vis de son mari? Oh mais oui, tant qu'on n'est pas marié, oui. Ah, parce que vous n'êtes pas marié? Non, non, non. Et quand vous serez marié? Alors là, j'envisagerais le contraire, hein. On le voit, les mentalités ont beaucoup évolué, Agnès. Oui, pour la plupart, parce que dans les années 70, les choses ont beaucoup bougé. Les milieux d'hommes se sont ouverts. On voit ici la première femme pompier. Aujourd'hui, ça paraît anodin, c'était vraiment une rareté. Et puis, il y a eu 2 ans auparavant, par exemple, la première femme polytechnicienne. On va la voir, on la voit ici défiler. Pour la première fois, on voit une femme au 14 juillet. Mais il y a tout de même beaucoup de chemin encore à faire. Oui, 3 chiffres, Sophie. D'abord, 18,5% seulement de femmes députées à l'Assemblée nationale, 8% seulement de femmes dirigeantes au sein du CAC 40. Et puis surtout, les salaires, nos salaires, Sophie, ils sont encore en moyenne inférieurs de 27% à ceux des hommes. Merci Agnès pour cet éclairage. Il est 20h25 à suivre dans ce journal. Il a fait très chaud aujourd'hui en France, des températures qui ont dépassé les 35 degrés. Nous irons à Toulouse où les habitants recherchaient la fraîcheur. Faut-il mettre le prix pour être la plus belle? Nous verrons que les crèmes anti-rides les plus chères ne sont pas forcément les plus efficaces. Et puis on sait désormais quels seront les adversaires des 3 clubs français engagés en Ligue des Champions. Restez avec nous, vous saurez tout dans un instant. L'une des journées les plus chaudes de l'été, un peu partout en France. Le mercure est monté au-delà des 35 degrés. À Toulouse, la température avoisinait même les 40 degrés. Difficile pour les habitants de la ville rose de trouver un peu de fraîcheur. Reportage de nos correspondants Hélène Vergne et David Bress. Pour combattre la chaleur toulousaine, rien de tel qu'un petit banc à l'ombre. Heureusement qu'il y a un peu de vent et il y a un petit peu frais, ça va. Parce que sinon, hein. C'est trop chaud. Oui, alors on vient prendre un peu l'air. 40 degrés au zénith, le bitume en prend un coup. Mais eux n'ont pas le choix. Le bruit, la chaleur et heureusement quelques habitudes salutaires. Oui, des pauses un petit peu, oui, pour boire un petit peu d'eau fraîche, se mettre de temps en temps à l'ombre, parce que là on ne tient pas, quoi. Avec la chaleur on ne tient pas du tout là. La place du Capitole, cœur de ville déserté. Même en terrasse et à couvert, l'air se fait suffocant, surtout pour ceux qui travaillent. On essaye au maximum d'avoir les parasols, de garder tout le monde à l'ombre, nous-mêmes de rester à l'ombre. Mais bon, dans tous les cas, à Toulouse, quand c'est comme ça, les gens ne sortent pas. Ouais. C'est du bonheur de regarder les autres travailler, c'est juste parfait, merci. Il fait pas trop chaud? Non, c'est bien pour Toulouse, c'est bien ça. C'est bien, on est dans le sud pour ça, donc on profite maintenant. Profiter pour leur dernier jour de vacances. La chaleur, c'est plutôt bien? Ah ouais, très bien, parce qu'en Allemagne, c'est, je pense, 19 degrés. Gouttelette d'eau contre chape de plomb, finalement le meilleur remède cet après-midi pour une journée de fin d'été très chaude, mais pas si désagréable. Cette étude maintenant du magazine 60 millions de consommateurs. Les crèmes anti-rides les plus onéreuses ne seraient pas forcément les plus efficaces. Inutile donc de se ruiner pour tenter de repousser les premiers signes du temps qui passe. Laetitia Legendre et Alexis Jacquet. Elles promettent la jeunesse. Mais dans la course à l'efficacité, ce ne sont pas forcément les crèmes anti-rides les plus prestigieuses qui se démarquent. Petit test, entre un produit de luxe à 85 € et cette crème d'une grande surface dénommée cosmétique à 5 € le pot.
Ces deux crèmes sont quasiment aussi efficaces l'une que l'autre et pourtant il y a 80 € de différence. Ah ok, d'accord. Eh ben une raison de plus pour acheter les cosmétiques. Je reviens pas. Pour le marketing, tout ça, je préférais peut-être les plus connus. Près de 80 € de différence et quasiment les mêmes performances anti-rides. C'est le résultat d'une étude du magazine 60 millions de consommateurs auprès de 200 femmes. La meilleure note va aux produits de luxe, 15 sur 20, et quasiment autant, 14 sur 20 pour ces produits vendus en grande surface. Ce qu'on paye, c'est le segment marketing qu'a choisi le fabricant, c'est la marque, c'est le fantasme, le rêve de luxe, c'est la publicité, le matraquage publicitaire et le marketing, c'est ce que l'on paye et ce n'est pas véritablement la qualité du produit. Les sociétés investissent des millions dans la recherche afin de découvrir la technologie miracle qui retardera les effets du temps. Avec 15 millions de femmes en France, le marché de la beauté devient plus accessible. C'est un enjeu commercial très important, c'est un marché porteur parce que les gens sont en recherche de jeunesse, de bien-être. Sans être de la poudre aux yeux, ces crèmes ont un impact limité sur les rides, comme le souligne le magazine. C'est l'autre conclusion de cette enquête. Gagner 20 ans en un clin d'œil reste encore une chimère. En football, Auxerre entre dans la cour des grands. Les Bourguignons se sont en effet qualifiés pour la Ligue des Champions en s'imposant 2-0 face au club russe du Zénith Saint-Pétersbourg. On retiendra notamment les jolis buts de l'arrière droit Engebart et du Polonais Gelen. Et le tirage des poules pour cette compétition a eu lieu tout à l'heure à Monaco. Les Lyonnais héritent d'un groupe abordable, notamment les Portugais du Benfica et les Allemands de Schalke 04. Auxerre tombe dans le groupe le plus redoutable avec 3 clubs déjà champions d'Europe, le Milan AC, le Real Madrid et l'Ajax d'Amsterdam. Enfin, dans le groupe F, Marseille rencontrera entre autres Chelsea et le Spartak de Moscou. Toujours en football, Laurent Blanc a choisi les joueurs de l'équipe de France qui affronteront bientôt la Biélorussie et la Bosnie. Sur le papier, la liste est séduisante. C'est un groupe rajeuni. Le nouveau sélectionneur des Bleus rappelle 9 joueurs ayant participé au mondial, dont Malouda, Lloris ou Valbuena. À noter l'absence de Jérémy Toulalan et d'Eric Abidal, ainsi que des suspendus Franck Ribéry, Patrice Evra et Nicolas Anelka. Avant de vous quitter, je vous rappelle l'une des informations principales de ce journal. Les parents d'étudiants pourront continuer à cumuler l'aide personnalisée au logement et la demi-part fiscale. Les syndicats se félicitent que le gouvernement fasse machine arrière sur ce dossier. Et sachez que les étudiants boursiers recevront 9 mois et demi d'aide cette année et 10 mois en 2011. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Tania Young. À 20h35, ne manquez pas Enquête spéciale présentée par Paul Naon et Bernard Benyamin. Demain à 13h, l'information, ce sera avec Nathanaël de Rinxin. À 20h et tout le week-end, vous aurez rendez-vous avec Marie Drucker. Et puis lundi soir, vous retrouverez bien sûr David Pujadas. Très bonne soirée à tous et à très bientôt. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.